La Gaule est vaincue à Alésia. Vercingétorix est emmené enchaîné à Rome. Jules César se rend à Bibracte, capitale des Éduins, pour y écrire ses commentaires sur la guerre des Gaules. Il écrira, au livre 7 de ses commentaires, les derniers jours d'Alésia. La Gaule tout entière vient de se soulever. Vercingétorix, un jeune chef arverne, vient d'être nommé général en chef de la rébellion. César regroupe toute son armée et quitte la Gaule pour se diriger vers la province, chez les Allobroges, la Suisse actuelle, afin de regagner l'Italie. Il lui faut traverser la Séquanie, de nos jours le Jura. Vercingétorix réunit ses cavaliers et leur dit que les Romains sont en fuite et qu'il faut les attaquer alors qu'ils sont embarrassés de leurs bagages. César pénètre en Séquanie. Le lendemain, Vercingétorix se rend à César. César regarde celui qui fut son égal. Les armes sont jetées aux pieds du vainqueur. Vercingétorix est emmené enchaîné à Rome. Au bout de 6 ans, il sera étranglé dans sa cellule, le soir du triomphe de son vainqueur. Il leur avait donné l'espoir de voir enfin se terminer leur séculaire querelle et celui de réunir toutes les tribus en une seule nation. C'en était fini de la Gaule. Tous étaient partis au combat, confiants, et avaient pourtant juré de chasser les Romains hors de leur pays. Ils se trouvaient désormais sous la tutelle de Rome. Pour Florus, César incendia la ville d'Alésia. Pour d'autres, il la détruisit et fit répandre sur elle du sel, le sort réservé aux cités vouées à l'oubli. La forêt recouvrit la ville d'Alésia et ses combattants, et ce lieu s'en alla rejoindre le souvenir des cités disparues. Au Ve siècle, l'évêque historien Grégoire de Tours, désireux d'écrire une histoire des Francs, parcourut la Bourgogne à la recherche de faits historiques concernant cette région. Il n'en relata aucun sur Alésia. Au IXe siècle, un moine du nom d'Éric, voulant célébrer l'anniversaire de Sainte Reine, écrit en vers latin un poème où il fait la ressemblance entre Alise et Alésia, sans aucune connaissance de l'histoire, puisqu'il y parle d'une défaite de César. Et ainsi, de copiste en copiste, le pays d'Alise se transforma en pays d'Alésia. Napoléon III décide d'entreprendre des fouilles, et après des recherches infructueuses, charge un officier d'artillerie, Eugène Stoffel, de continuer les recherches. Des armes sont trouvées, mais un ouvrier des fouilles témoigne. J'ai vu au pied du Réa la découverte des fameuses armes qui sont à Saint-Germain. Je suis descendu pour les ramasser, je les prenais par brassées. On aurait juré qu'on les avait mises là, exprès. Jules Quicherat, considéré comme le fondateur de l'archéologie française, dénonce le caractère mérovingien des armes trouvées. Le canthare d'argent date de l'époque de Néron. Le statère d'or de Vercingétorix, acheté dans une salle des ventes. La plaque de Martialis cite le nom d'Alysia et non d'Alésia. 80 000 fantassins, 15 000 cavaliers, 15 000 chevaux, les monts du bien, des centaines de têtes de bétail pour 1 mois de siège, et une seule source sur l'oppidum d'une superficie de 97 hectares. Jules Quicherat dénonce une fois encore toutes ces incohérences. La ville élevée sur le mont Auxois présente 3 couches de ruines d'après les fouilles, donc elle a été détruite et sans doute assiégée à 3 reprises. Il n'est pas étonnant alors qu'on eût retrouvé des fossés et des fortifications devant elle. La plaine des Laumes, traversée par une rivière que César ne mentionne pas, s'étend sur 40 kilomètres et tire son nom de marécages qui furent drainés par des canaux. Ce fossé serait à 800 ou 900 mètres de la contrevallation. Or, César, ordinairement très précis, l'indique à 120 mètres. Mais votre fossé ne serait-il pas autre chose? Un camp nord que l'on place en bas du Réa, alors que César l'a situé en haut,
et sur un terrain en légère pente. Des camps de 1 à 8 hectares, alors qu'ils en nécessitent 45. L'architecte Alphonse Delacroix donne 64 conditions topographiques pour qu'Alice Sainte-Reine soit l'Alésia de César. Il n'en trouvera aucune. Voici l'oppidum qui a empêché César de passer et qui l'a obligé d'en faire le siège. Alors qu'au IXe siècle, craignant l'invasion des barbares, on déplace les reliques de Sainte-Reine, jugeant la place peu sûre. Le diplomate Paul Claudel s'interroge lui aussi. J'ai été moi-même à Alésia, et pour s'y laisser enfermer, il faut que l'armée gauloise ait eu à sa tête un homme d'une stupidité phénoménale. Une plaine qui s'étend à l'infini, et une montagne nord que l'on continue à chercher. L'Auze et l'Auzerin, qui doivent lécher les flancs de l'oppidum et que l'on retrouve à 300 mètres de celui-ci, et que l'on peut sauter à pieds joints. La ville d'Alésia, la métropole religieuse de toute la Celtique, où l'on recherche désespérément des vestiges religieux et les murailles cyclopéennes qui l'entouraient. Jules Quicherat le martèle encore une fois. Alise ne répond ni par son nom, ni par son site, ni par ses eaux, ni par ses escarpements, ni par ses dimensions en haut, en bas, dans tous les sens. J'ai donné 20 raisons, dont une seule aurait suffi pour prouver l'erreur accréditée par les siècles. Alice Sainte-Reine n'a jamais pu être l'Alésia de César, une petite ville gallo-romaine assiégée à plusieurs reprises, et qui, malgré les nombreux avertissements, est devenue l'erreur historique la plus coûteuse de toute l'histoire. On construit les fortifications de César à défaut de pouvoir les montrer. Et aucun guide pour expliquer le déroulement de la bataille. Mon pauvre Vercingétorix, le lacet du sacrificateur n'aura pas suffi à ton supplice. Peut-être eût-il mieux valu pour toi l'oubli. Une autre prison t'attendait. Tu tournes le dos à cette terre que tu ne foulas probablement jamais, et tu regardes au loin vers ces montagnes où tu vis ton rêve se briser et où, quelque part, se trouve la cité perdue d'Alésia. Un homme décida un jour de partir à sa recherche. Je n'avais absolument aucun désir précis qu'Alésia fût ici, là ou ailleurs. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait reprendre le problème à zéro. C'est là que j'ai imaginé une méthode qui relève d'ailleurs des méthodes de la police, la méthode du portrait robot. César est un grand général, mais c'est aussi un grand écrivain, un des meilleurs prosateurs latins. Il a le don de choisir le mot qu'il faut pour évoquer une chose précise. En recueillant tous les renseignements que l'on pouvait avoir à travers les phrases de César, mon dessinateur a dessiné un portrait robot. Alors j'ai fait venir toutes les cartes au 50 millième en couleur pour faire un panneau couvrant la partie de la France où Alésia doit forcément se trouver. Ce panneau allait de Montbard à Montbéliard au nord et de Vienne à Chambéry au sud. Et puis, j'ai promené le portrait robot sur ce grand panneau très calmement, et ça a duré un certain nombre de jours, de haut en bas et de gauche à droite. André Berthier va d'abord rechercher l'itinéraire de César en fuite vers la province. La Gaule tout entière s'est soulevée. César doit au plus vite regagner l'Italie. Il a été rejoint par Labienus et a regroupé ses 11 légions à Langres. Vercingétorix envoie des cavaliers vers le sud de la Gaule pour lui bloquer le couloir de la Saône et du Rhône. Il envoie également des émissaires chez les Allobroges, la Suisse actuelle. César, pour regagner l'Italie, doit donc passer chez les Séquanes. Il tombe dans le piège que lui a tendu Vercingétorix. Et Vercingétorix l'attendra à Alésia. André Berthier va ensuite extraire du livre 7 des commentaires de Jules César tous les éléments pour la construction de son portrait robot. Un lieu très élevé, une ceinture de collines, sauf devant l'oppidum, un grand rapprochement de ces collines, l'existence d'escarpements,
Une plaine située en avant, longue d'environ 4500 mètres, est située entre les collines. 2 fleuves léchant les flancs de l'oppidum. Une colline au nord, située exactement au nord, ayant un grand périmètre, dominant une clairière en légère pente, et une plaine à environ 15 km de l'oppidum, assez vaste pour le combat préliminaire de cavalerie. Il va ainsi promener son portrait robot sur tout l'itinéraire de César en fuite vers la province, et surtout le confronter avec toutes les Alésias connues et en étudier le relief. Plus de 300 sites seront étudiés. Comme Alphonse de Lacroix l'avait déjà signalé, aucune condition n'est requise pour Alice Sainte-Reine. Les Alésias franc-comtoises sont également passées en revue. Il continue sa recherche et tous les reliefs sont explorés, dont Alaize, la principale rivale d'Alice Sainte-Reine. Il pénètre dans le Jura. Le site de Salins est lui aussi exploré. Il arrive dans la région de Champagnole, et soudain, un portrait se dessine. Un oppidum suffisamment grand, 2 rivières léchant les flancs de cet oppidum, une montagne au nord, et une plaine devant cet oppidum, longue de 4500 mètres. Il lui faut maintenant rechercher une plaine suffisamment vaste, non loin de cet oppidum. Il la trouve à 15 km. Une hauteur située à droite de l'armée en marche, et un fleuve qui coule derrière cette colline. Il décide de partir pour la France. Il avait sous ses yeux la fameuse plaine du combat préliminaire de cavalerie, plaine qui faisait défaut partout ailleurs. Les cavaliers germains prennent à revers les Gaulois qui se trouvent sur une butte située à droite de l'armée romaine en marche. Ils les poursuivent jusqu'à la rivière, où Vercingétorix avait établi son infanterie. Le lendemain, César arrive devant Alésia. La ville proprement dite était au sommet d'une grande hauteur, de sorte qu'on ne pouvait la prendre que par un siège. De tous les autres côtés, la colline était entourée, à peu de distance, de hauteurs dont l'altitude égalait la sienne. En avant de la place s'étendait une plaine, longue d'environ 4500 mètres, où il y eut saturation de l'espace disponible lors des combats de cavalerie. Il y avait au nord une montagne qu'en raison de sa vaste superficie, les nôtres n'avaient pu comprendre dans nos livres. C'était une grande cité défendue par la nature, avec des rives abruptes. Deux rivières léchaient les flancs de cet oppidum. L'armée de secours arrive et s'installe sur une hauteur, à 1000 pas de nos lignes. Vercassivelonos et ses 60 000 guerriers contournent de nuit la montagne nord pour prendre à revers les légions romaines et tenter de rejoindre Vercingétorix sur l'oppidum d'Alésia. Ce camp nord était en légère pente. Vercingétorix, de la citadelle d'Alésia, avait vu sur la plaine et sur le camp nord. Ne pouvant vaincre les défenses de la plaine, il lance ses guerriers à l'assaut des Praerupta pour tenter de rejoindre Vercassivelonos. Au camp nord, César a retourné la situation en sa faveur. Il repart chez les Éduins, et c'en était fini d'Alésia. Tous les éléments du portrait robot étaient en place, et André Berthier revivait 2000 ans après la bataille d'Alésia telle que César l'avait décrite. Et j'ai vu que
ce que j'avais imaginé sur le terrain se retrouvait, mais d'une façon encore plus parlante, si j'ose dire. J'ai donc rédigé un rapport que j'ai envoyé à mon supérieur hiérarchique, qui était M. André Chanson, directeur général des Archives de France et membre de l'Académie française. Le rapport a intéressé M. Chanson, qui l'a transmis à André Malraux, qui a dit « Oh, mais c'est très intéressant, envoyez-moi ce gaillard-là sur place tout de suite ». Et j'ai été ainsi catapulté à Chaudet-Crepin par M. André Malraux avec une autorisation verticale de fouille et des crédits, avec commission d'identifier le premier champ de bataille nationale. Inlassablement, pendant des années, André Berthier parcourut le site à la recherche de vestiges laissés par les combattants d'Alésia. Une butte artificielle en face de l'oppidum, qui est probablement une base d'engins militaires. Dans ce champ, un agriculteur, André Tissot, en 1972, creusa un fossé de drainage. Des trous régulièrement espacés apparurent, avec en leur centre des pieux. Les Lilia, les fameux pièges de César, étaient mis au jour. Ils furent classés comme accidents de terrain. Toutes les autorisations de fouilles demandées pour les rouvrir ont été refusées. Armes trouvées au camp nord, talons de lance, cloche de sentinelle, une clé romaine à paneton coudé à l'équerre du 1er siècle avant Jésus-Christ, un exemplaire identique ayant été trouvé dans les ruines de Pompéi. Des fonds de patère romaine trouvés au camp nord, des débris de vases. Le rempart qui entourait la ville d'Alésia a été retrouvé. Sa partie supérieure a été détruite. 5 mètres restent encore enfouis sous terre. Sa hauteur totale avoisinait les 15 mètres et il s'étend sur 6 kilomètres. Des restes de puits. La route qui pénétrait dans la ville d'Alésia et que César devait traverser pour passer en Italie. Cette forteresse inaccessible lui barra la route. Menhirs et pierres dressées que l'on rencontre par centaines. Les Mandubiens, un des peuples les plus mystérieux de l'Antiquité, qui apparurent et disparurent avec Alésia, sacralisaient les pierres à apparence animale ou humaine qu'ils trouvaient. Ils leur élevaient un monument et les plaçaient dans une niche. Une tête de chien, un crâne, un aigle, une tortue. Un sanctuaire en partie détruit, avec encore le trou d'où s'écoulait le sang des sacrifiés.
sommes ici dans un secteur où on a trouvé beaucoup de choses du point de vue archéologique, mais aucun archéologue au monde n'y aurait forcé ses pas si nous n'y avions pas été conduits par la question d'Alésia. Vous savez comment elle est née? À Constantine, dans le laboratoire du musée, et par amusement. Je me suis livré au jeu de chercher Alésia avec une méthode nouvelle. Celle que j'ai conçue, très simple, c'était celle du portrait robot, c'est-à-dire on regarde les mots les plus importants qui sont vraiment descriptifs, on en tire un schéma et on le promène sur la carte. N'importe qui aurait pu faire ce travail-là, mais la carte était encombrante. Pour faire quelque chose de bien, il fallait évidemment prendre le 50 millième en couleur, mais imaginez que Alésia pouvait être sur un très vaste territoire. Alors j'avais choisi un forme trapézoïdale avec comme grande base de Montbard à Montbéliard, au sud de Vienne à Chambéry. Alésia est dans ce parallélogramme. Bon. Alors, ayant promené le schéma absolument sur tous les points, attention, je l'ai fait en allant de haut en bas et de gauche à droite, en laissant de côté tout ce qui vous est chemin, etc., qui aurait influencé mon jugement. Et je suis tombé pile sur le triangle naturellement fortifié de Chaudet-Gratenay. Quand le rapport que j'avais adressé à M. André Chanson est arrivé à Paris, André Chanson, qui évidemment était aussi un grand historien, ne croyait pas du tout à la vérité de la liste Saint-Traine, et il a communiqué l'affaire au ministre André Malraux. Et André Malraux a dit il faut y aller voir. Et non seulement il m'a donné ce qu'on appelle une autorisation verticale, c'est-à-dire en direct, en coiffant Besançon, qui n'en a pas été content, avec une petite subvention qui a été augmentée, une subvention de la part du département, et je me suis installé ici pour les premières fouilles. Quand je suis arrivé sur le site, je ne savais pas d'ailleurs, le site est immense, je ne savais pas exactement où porter mes pas. Mais enfin, j'ai d'abord été frappé, j'ai été très très bien accueilli par les habitants et par la municipalité. Et je me suis immédiatement rendu dans la plaine de Siam pour voir cette fameuse plaine étroite et n'ayant que 3000 pas de longueur, de 4100 km, existait bien. Elle était là devant mes yeux. Mais là où j'ai été le plus émotionné, c'est quand je me suis rendu à la Grange d'Aufrin, là où, d'après le texte de César, il fallait placer le corner. Le corner était là. Voici devant nous, dans toute sa majesté, la Côte-Poire. La Côte-Poire qui répond si bien à ce que dit César de la fameuse montagne nord, trop grande pour être comprise dans les lignes. On s'aperçoit qu'au sud se développe un col. Ce col, c'est l'enjeu essentiel de la bataille livrée par les 60 000 Gaulois de Vercassivelonos. Si le col est emporté, les fortifications de Siam sont tournées et la partie est perdue pour les Romains. Il faut donc imaginer devant ce paysage tout le front d'attaque des 60 000 hommes de Vercassivelonos. Comment les Romains ont-ils pu résister à une telle poussée? Nous allons le voir en pénétrant dans le creux de la montagne. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la Côte-Poire et si on suit toujours le texte de César, il y avait deux légats, donc deux camps différents, c'est-à-dire deux secteurs avec des vues différentes. Nous sommes ici dans le secteur de la Combe de Cran, qui avait les meilleures vues pour voir arriver une attaque venant de l'Est. Et cette attaque qui mettait les Romains à 1 contre 5 a pu être soutenue grâce à ce que le terrain offrait, c'est-à-dire des terrasses successives
où on pouvait mettre en surplomb plusieurs lignes de défense. C'est la raison pour laquelle, ici, les lignes romaines n'ont pas été submergées tout de suite, et c'est la raison pour laquelle les renforts ont pu arriver. Alors, devant moi, je vois se déployer un très long mur qui peut être bien le fait du travail des légions pour pouvoir surveiller cette grande prairie où on pouvait prendre une attaque sur les deux flancs. Alors, avec le mur qui est là, vous pouviez attaquer le flanc gauche des assaillants, et avec, malheureusement, ils ont disparu, les redoutes qui étaient visibles dans les taillis, c'était l'attaque contre le flanc droit. Et sur cette partie de terrain, voisine d'un bas-fond que nous avons trouvé sous forme de mare, que nous avons pu faire les fouilles les plus nombreuses et les plus suivies, malgré toutes les difficultés qu'on avait pour obtenir des autorisations. Enfin, d'année en année, on a bien travaillé ici, et le terrain s'est manifesté depuis la route qui va de Crans à la Grange d'Aufrin. De là jusqu'à 300 mètres au sud, on a trouvé par milliers des tessons romains et gallo-romains. Donc, nous avions une preuve romaine sur place. Encore fallait-il avoir des éléments de datation se rapprochant davantage de la bataille d'Alésia. C'est alors que dans le mobilier, on a pu sélectionner d'une part un fond de patère de néo-campanienne, une clé en fer et bronze, Pourquoi y a-t-il eu tous ces tessons? Eh bien, évidemment, ils ne sont pas liés à tous à la bataille, ils s'en foutent beaucoup. Il y a des tessons fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, du 2e, du 3e et même du 4e. Sur le plan militaire, il y avait deux choses. Vérifier les blocus, la contrevallation, la circonvallation. Bon. Il est certain qu'avec le terrain aidant d'ailleurs les Romains à faire leurs travaux d'enveloppement de la ville, c'était facile d'imaginer les lignes. Mais lorsqu'on voit l'ensemble du terrain, on se rend compte, d'après le terrain lui-même, qu'il n'y avait que deux possibilités de réussite d'attaque pour l'armée de secours. Premièrement, passer par le chenal dans la plaine de Siam et tendre la main aux assiégés. Deuxième possibilité, enlever d'assaut le col de Cran et tomber sur le camp romain de Siam pour le faire sauter. Voilà ce que le terrain donne comme possibilité. Eh bien, dans César, il n'y a que deux attaques qui sont mentionnées, par le chenal et par l'assaut du col. Oui, il y avait des impératifs dans la recherche. Alésia, c'était une ville, il fallait retrouver la ville. C'est un grand centre religieux, il fallait le retrouver sur le terrain. Enfin, évidemment, il y avait les conditions de la bataille du blocus et des attaques finales de l'armée de secours. Mais tout ça a été trouvé au-delà des espérances. Pour la ville même, on a trouvé d'ailleurs une somme collée au sommet de la colline, comme l'écrit César, un rempart sur un périmètre de 6 km qui entoure un grand oppidum. Donc, la ville d'Alésia se matérialisait. Mais étant donné que Diodore de Sicile dit qu'Alésia était la métropole religieuse de toute la Celtique, comment imaginer qu'à Chaudes-et-Crotone, on pouvait trouver quoi que ce soit qui puisse se rapprocher
de cette grandiose évocation d'Alésia. Eh bien là, c'était stupéfiant. La multitude de monuments sacrés, l'existence d'une voie qu'on peut appeler une voie de pèlerinage. Enfin, chose merveilleuse, à l'intérieur même de la ville, un secteur religieux dominé par ce qu'on appelle la côte 801, qui est entouré de sanctuaires, qui constitue une grande aire sacrée avec, on voit très bien, les pèlerins qui affluaient par le champ montant, passant entre des murs parallèles. Le grand sanctuaire est là, donc la vocation d'être la métropole celtique est inscrite sur le terrain. Je me trouve ici devant un paysage très large que je connais bien. Pour le fréquenter depuis 25 ans, et qui, dans l'hypothèse du professeur André Berthier sur la localisation de la bataille d'Alésia, correspond, à mon avis, et de l'avis de beaucoup d'autres personnes qui ont étudié le site et les textes, exactement à ce que nous dit César. Quant au lendemain de la bataille de cavalerie, dans laquelle son armée, en retraite vers la province, a été surprise par la cavalerie germaine, par la cavalerie gauloise, attaque contre laquelle il a réagi avec ses propres cavaliers germains, il est arrivé le lendemain, dit-il, devant Alésia, se rendant compte, à l'examen de la position de la ville, qu'il ne pouvait pas la prendre d'assaut et qu'il était contraint d'en faire le siège. Il nous dit que devant la plaine, devant, par rapport à l'axe de marche de l'armée, bien entendu, se trouvait encaissée, glissée entre des montagnes, une plaine longue de 3000 pas romains, 4 km et demi exactement. Je vois devant moi cette plaine qui s'étend du bas des Gis de Siam jusqu'à peu près à l'endroit où se trouve la résurgence de l'Ain, exactement 4 km et demi, les 3000 pas dont il parle. Or, dans l'ensemble du siège, cette plaine a une importance considérable puisque 3 fois il nous signale l'existence de cette plaine dont il précise qu'il a dit qu'elle faisait dans sa longueur in longitudinem 3000 pas, 4 km et demi. Un oppidum très élevé que je vois devant moi, constitué d'une très grande montagne, dont les flancs sont léchés par 2 rivières dans un pays de montagne dont on imagine qu'elles se rejoignent au pied, et ainsi l'oppidum peut former un triangle. Le triangle de l'oppidum de la Chaux-des-Crotenay est formé en effet par la nature très distinctement, et alors que sa pointe au nord-ouest est constituée par les Gis de Siam que j'ai devant moi. L'ensemble de l'oppidum va jusqu'au plateau où se trouve le village de la Chaux-des-Crotenay, et il est fermé par l'ensemble de la montagne ronde des Grands Épinois et de la montagne que l'on appelle le Racher, formant un triangle naturel très bien défendu par lui-même, mais qui méritait aussi, par les endroits où il était accessible, d'être mis en défense. César dit que au nord évidemment par rapport à l'oppidum qu'il veut assiéger, se trouvait une grande montagne qui n'avait pas pu, en raison de son amplitude, de sa grandeur, être englobée dans les fortifications romaines. Et cette montagne, je l'ai devant moi, c'est la Côte-Poire, qui en effet est immense, mais dont la défense présente une difficulté, en considérant l'ensemble des conditions géographiques de ce site, à l'endroit qui s'appelle aujourd'hui la Grange d'Aufrin, ou la combe de Cran que je vois là-bas, et qui constituait en effet avec la plaine de Siam un endroit difficile à défendre et difficile
à garder, dans lequel César et ses légionnaires ont installé des fortifications énormes dont on trouve encore aujourd'hui des traces importantes en fait de munitiones, toutes sortes de défenses possibles, de murs, de fossés, de redoutes, de constructions situées exactement du point de vue militaire où on les attend et qu'il convient de prendre en compte quand on veut faire le plan de l'ensemble des défenses qui ont été faites, qui ont été établies par César et ses légionnaires devant Alésia. Bien sûr, il ne s'agit ici que d'une hypothèse pour l'identification de cette ville forte d'Alésia, devant laquelle César a mis un siège pendant un mois ou un mois et demi à la fin de l'année 52 avant Jésus-Christ. Mais étant donné le terrain que nous avons sous les yeux, étant donné la variété et de la configuration géographique, étant donné l'ensemble des fortifications dont on trouve les traces partout, là où on les attend, il s'agit en effet d'une hypothèse qui est fortement corroborée par les éléments tactiques, stratégiques et bien entendu géographiques ici. Alys-Saint-Traine est le lieu officiel de la bataille d'Alésia, d'après une décision de Napoléon III qui en elle-même n'était pas mauvaise, mais qui, du point de vue archéologique et historique, défie évidemment toute intelligence et toute compréhension et des textes anciens et de la bataille elle-même. Mathématiquement, Alys-Saint-Traine ne peut pas avoir été le lieu de la bataille d'Alésia. Un tout petit oppidum de 97 hectares, sans eau. Comment peut-on imaginer que sur cet oppidum de 97 hectares ait pu tenir pendant un certain temps les 80 000 fantassins de Vercingétorix, sans parler au début de ces 10 ou 15 000 cavaliers, sans parler des Mandubiens qui étaient les habitants du lieu, sans parler de ce qu'était la disposition elle-même de la ville qui était là avant que n'y vienne l'armée gauloise pour s'y retrancher, sans parler des pâturages qui étaient nécessaires aux animaux, sans parler des animaux eux-mêmes, dont César nous dit que Vercingétorix avait pris soin d'en faire entrer dans l'oppidum en prévision d'un siège très long. Mais des fantassins, des chevaux, des cavaliers, des animaux, que ce soit des bovins ou des ovins ou des chèvres, et bien tout cela, cela mange beaucoup et surtout cela boit beaucoup. À combien imaginez-vous la quantité d'eau nécessaire pour un fantassin ou un cavalier par jour? C'est entre 2 et 3. 3 d'ailleurs, ce n'est pas de trop. 80 000 fantassins, faites le compte, plus les 15 000 cavaliers, plus les Mandubiens eux-mêmes et les animaux. Si on passe d'un homme à un cheval ou à un mulet, alors on passe de 3 litres à une bonne dizaine, si ce n'est pas davantage, et au total, chaque jour, il faut un certain nombre de centaines de milliers de litres que jamais le mont Auxois n'a pu produire. On a trouvé une source sur le mont Auxois qui a un petit débit tout à fait ridicule, et puis on a dit mais il y en a d'autres en dessous, là sous les falaises. Et oui, sous les falaises, mais on ne peut pas y accéder. Et même en faisant le total du débit des sources que l'on a indiquées, il est clair que si vraiment ce siège avait eu lieu dans les conditions que César nous décrit à Alys-Saint-Traine, il n'aurait pas duré plus de 4 jours parce que, tout simplement, les Gaulois et tous leurs animaux seraient morts de soif. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres impossibilités à Alys-Saint-Traine. L'hypothèse d'Alys-Saint-Traine, depuis qu'on l'examine, à mes yeux, est une parfaite imposture, et c'est une honte pour la science archéologique et historique française que de soutenir encore cette hypothèse. Je sais bien qu'un nombre de plus en plus grand de gens s'en rendent compte et le disent, mais le disent tout bas. Moi je le dis tout haut parce que c'est vrai. À mes yeux, Alys-Saint-Traine, je le répète, l'hypothèse de la bataille d'Alésia à Alys-Saint-Traine est une imposture. Je ne dis pas qu'Alys-Saint-Traine en est une. C'est une ville gallo-romaine intéressante, pas très importante d'ailleurs, mais qui a bénéficié de l'erreur qui a été commise sur son nom depuis l'époque de Napoléon III, et ma foi, tant mieux pour elle. Mais en arriver encore aujourd'hui à prétendre que la bataille d'Alésia a pu avoir lieu là, non, vraiment, c'est tout à fait inepte. D'ailleurs, tous les historiens sont d'accord pour dire que cette bataille a dû avoir lieu en Séquanie, où se trouvait la ville d'Alésia. La Séquanie, c'est le Jura, c'est la Franche-Comté.
Alors il s'est trouvé des savants, entre guillemets, pour dire « Ah, mais c'est la preuve qu'il y avait des séquanes à l'ouest ». Et on a pris une pincée de séquanes pour les saupoudrer, comme par hasard, sur le mont Auxois à Lys-Saint-Traine. Ce n'est pas sérieux. L'hypothèse d'Alice Saint-Traine, je le répète, est à mes yeux une imposture. Je ne dis pas que les gens qui la soutiennent sont des imposteurs, je n'en sais rien. Je les crédite encore de leur bonne foi. Mais leur bonne foi devrait être éclairée par des raisonnements beaucoup plus sérieux. Cela étant, quand je compare l'hypothèse d'Alice Saint-Traine à celle du professeur André Berthier, dont j'ai, si je puis dire, le paysage sous les yeux, je me demande encore comment on peut hésiter entre les deux. Et quand je pense que récemment, on a dépensé des millions, aux frais du contribuable, bien entendu, pour refaire dans la plaine des Laumes des fouilles qui avaient déjà été faites au temps de Napoléon III, pour constater qu'on ne trouve pas ce que l'on souhaitait, ou que ce que l'on trouve ne correspond pas au texte de César. Personnellement, je le savais d'avance, et bien d'autres aussi, mais je trouve que c'est un scandale tout à fait répréhensible. Voilà ce que l'on peut dire en quelques mots pour caractériser les conditions de la bataille d'Alésia dans le site de la plaine de Siam et de l'oppidum de la Chaux-des-Crotenay, tandis que sur le petit oppidum d'Alice Saint-Traine, c'est une ineptie parfaite. Alors, on pourra toujours me dire, mais il y a d'autres hypothèses. Oh oui, il y en a d'autres. Ça, c'est vrai. Je crois même qu'on en a compté jusqu'à 33. Il n'y en a guère que 5 ou 6 qui ont été à peu près présentées comme sérieuses en essayant d'y chercher des arguments. Sur les 33, bien entendu, il n'est pas question de les prendre toutes au sérieux. Je dois avouer que je n'ai pas visité les 33, mais j'en ai visité 26, et à ce moment-là, j'ai cru qu'il n'était plus nécessaire d'aller voir les autres, et que j'en avais assez vu. J'ai en particulier visité le site d'Alice Saint-Traine sous la direction du professeur Joël Le Gall, qui à l'époque était le directeur des fouilles et très chaud partisan de cette bataille. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage là-dessus. Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit que bien des approximations, bien des doutes, bien des affirmations qui mériteraient d'être contrôlées et on ne peut pas éviter de les faire si l'on soutient cette hypothèse. Et je maintiens que ce site de la Chaux-des-Crotenay avec la plaine de Siam, étant donné les découvertes archéologiques qui y ont été faites et qui devraient y être faites encore pour peu que l'on autorise ce type de recherche, car bien des gens n'aiment pas beaucoup que l'on trouve la vérité quand elle leur a échappé, mais c'est une autre affaire. Eh bien, je pense que ce site est de loin le meilleur. Alors je vous dirai, pour conclure, si ce n'est pas là, vraiment, c'est bien imité. Et en tout cas, si ce n'est pas là, trouvez-moi, n'importe où, une hypothèse meilleure, j'y vais tout de suite. En retrouvant la véritable Alésia, c'est aussi le véritable Vercingétorix que l'on découvrait. Car enfin, il ne faut pas oublier que si on le fait combattre à Alice Saint-Traine, comme l'a écrit Claudel, il s'agit là d'une stupidité phénoménale. Et Claudel n'est pas le seul à l'avoir noté. Les historiens allemands du XIXe siècle, en écrivant sur Alice Saint-Traine, disent que c'est une sottise militaire. Alors, ici au contraire, on a retrouvé les vraies raisons tactiques et stratégiques du combat, et avec sur place même, dans la topographie, on suit cette bataille ultime qui est si bien décrite par César. Ce sont des pages haletantes. Vercingétorix ici prend la figure qui est la sienne, la figure d'un grand capitaine qui a fait trembler César. Et c'est pourquoi César l'a gardé en vie pendant 6 ans dans les prisons de Rome. On n'aurait pas fait ça pour un chef minable. Mais il fallait pour la gloire de César qu'à son triomphe, le chef gaulois vaincu paraisse enchaîné devant son char. Nous avons devant nous la pointe de cet extraordinaire éperon barré qui offrait à Vercingétorix une citadelle naturelle imprenable. En avant, la fameuse plaine
dont César nous dit exactement la longueur, 3000 pas, c'est-à-dire à peu près 4,5 km, et suggère la largeur en disant qu'elle était serrée entre les collines. Naturellement, c'était le chenal par où l'armée de secours pouvait le plus facilement aller délivrer les assiégés. Il y a eu ici des combats terribles, d'abord un combat de cavalerie, et ensuite une bataille d'infanterie de nuit qui fut extrêmement violente. On pourrait presque imaginer et entendre encore les clameurs de ce combat. Or, il y avait ici des fortifications tellement puissantes que l'attaque par l'armée de secours du bouchon de cette plaine, soutenue par une attaque par les gens de l'oppidum, les Gaulois n'ont pas pu obtenir la victoire. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé aux gens du pays quelle était la position défavorable où on pouvait renouveler une nouvelle attaque. Il leur a été répondu que c'était du côté de la montagne nord. Ici, c'est très simple. Au sud de la côte Poire se développe un col. Si une attaque puissante enlève le col, les troupes prennent à revers les fortifications de Siam et le système romain s'écroule. C'est à ce moment que 60 000 hommes, c'est terrible. Il a fallu environ 40 000 Romains pour arriver à faire obstacle à cette poussée. C'est-à-dire, si on prend le nombre de légions, 7 légions dû être mobilisées pour résister à l'attaque du corner. Il n'en restait que 4 sur les flancs et au sud. Mais la topographie fait que les renforts pouvaient être pris sans grand danger parce qu'on pouvait facilement dégarnir les flancs. Ce qui n'est pas possible si Alésia est entourée d'un anneau de plaine. Alors se produit le dernier choc qui est, quand on lit César, c'est un cri haletant, on sent que à tout moment, les Romains pouvaient perdre la partie. Par une espèce de miracle, ils ont pu colmater les brèches. Parce qu'au moment où on attaquait au corner, Vercingétorix a d'abord soutenu l'attaque du côté des fortifications de la plaine. Comme ça n'a pas marché, il a envoyé ses troupes par les prérupta, par les falaises qui ici existent vraiment. Les deux attaques, les deux contre-attaques gauloises allaient pouvoir se rejoindre. Comment César a-t-il pu colmater successivement l'attaque des prérupta et l'attaque du corner? C'est une sorte de miracle. Il y a peut-être comme un dessein de la Providence. Enfin, toujours est-il que la victoire romaine, il s'en est fallu d'une cohorte ou d'un quart d'heure qu'elle ne fut la défaite romaine. Maintenant, ces deux attaques, la plaine et puis le corner, elles ont été suivies par Vercingétorix, dont on a retrouvé l'emplacement de l'observatoire à la pointe de l'éperon. Il pouvait de là donner des ordres pour la plaine ou pour le corner. Lorsque la défaite est arrivée, Vercingétorix a vu qu'il était, pour ainsi dire, abandonné sur le plan des forces militaires et des forces spirituelles. Car, au point de vue militaire, ayant choisi d'occuper l'oppidum de Chaudet-Crontenay, qui est le verrou du Haut-Jura, non seulement il avait cette position qui permettait une stratégie de grande amplitude, mais en même temps que la position sur les Crontenay était militairement très belle, c'était la métropole de tout la Celtique. Il avait à la fois la force militaire et la force des dieux gaulois. Quand il a vu que des deux côtés, le sort lui était contraire, alors il s'est résolu à se rendre. Attention, il ne s'est pas rendu comme un simple vaincu se rend à son vainqueur.
Il s'est rendu suivant le rite de la dévotion, c'est-à-dire qu'il acceptait de se vouer aux dieux infernaux, lui, sa personne, pour sauver la vie de ses soldats. C'est un geste grandiose. Et alors là, nous avons devant nous la noblesse d'âme de Vercingétorix. D'ailleurs, Jean Baillet, qui lui a consacré des pages émouvantes, n'a pas hésité à dire qu'il fallait voir dans son martyre un saint de la patrie.